Merci de rester branchés à la télévision nationale. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette émission à la source d'aujourd'hui. C'est une émission qui vous aidera à décortiquer avec nous les différentes œuvres des écrivains d'ici chez nous au Burundi, afin de pouvoir éveiller la mentalité des Burundais et surtout inciter ces derniers à pouvoir s'intéresser à la lecture, à l'écriture. Voilà, comme vous savez très bien que la lecture est d'une grande importance dans la société. Aujourd'hui, je vous ai choisi un écrivain, un poète et un entrepreneur culturel du nom d'Ézéchiel Daïdé, avec son œuvre qu'il nous a amenée, titrée « Les grandes pensées révolutionnaires ». Nous allons passer ce temps à décortiquer cette œuvre pour vous. Bienvenue. Bonsoir Ézéchiel. Bonsoir. Ça va? Moi, je vais très bien. Bienvenue dans les studios de la télévision nationale. C'est un honneur. Ézéchiel, je vous ai choisi pour pouvoir décortiquer ensemble une œuvre parmi beaucoup que vous avez déjà produit. Et aujourd'hui, vous nous avez amené les grandes pensées révolutionnaires. D'abord, on va y revenir au fur du temps, au fur et à mesure de cette émission. Mais d'abord, pourquoi vous écrivez, messieurs Ézéchiel? Personnellement, il y a deux raisons pour lesquelles j'écris. La première raison, je suis quelqu'un qui observe la société. J'écoute les gens. Oui. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que les gens n'arrivent pas à dire. Alors, je suis cette personne qui ose dire à haute voix ces choses-là que les gens, n'est-ce pas, se racontent en secret, en fait. J'essaie de dévoiler ces choses parce que souvent, on a peur d'être étiqueté par la société, d'être discriminé par la société. Si je dis ça, voilà, on risque de me prendre pour un fou. Alors moi, j'accepte d'être ce fou à leur place, en fait. J'accepte d'ouvrir ma bouche, de parler à travers, bien sûr, l'écriture pour que leur voix soit entendue sans toutefois que ces personnes se sentent poursuivies par quoi que ce soit. Donc, en quelque sorte, je deviens un bouc émissaire. La deuxième raison, je suis quelqu'un qui voit le monde. Je suis quelqu'un qui a des pensées. Chaque fois que je prends mon stylo ou mon ordinateur, je fais ce qu'on appelle révéler au monde ce que moi je pense. Donc, j'essaie de me vider, j'essaie de faire connaître aux autres ce que je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui nous arrivent dans la vie. On vit dans des sociétés qui traversent des réalités. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire ce que je pense par rapport à ces choses, n'est-ce pas? Pas ce que les gens pensent, comme je viens de le dire, mais ce que moi je trouve comme étant la vérité, en fait. Votre fort intérieur, en fait. Mes points de vue, en fait, par rapport à la réalité. Voilà. Et si vous écrivez, c'est juste pour voir que c'est pour solliciter les gens, que les gens vous lisent. Si vous écrivez, c'est juste vous souhaitez qu'on vous lise. Est-ce que la façon de mieux lire un livre et le comprendre, pouvez-vous nous parler de quelques stratégies? Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent actuellement, mais qui ne savent pas comment exploiter un livre et mieux le comprendre et passer le temps avec un livre, mais après la lecture, tu lui poses la question, mais au moins fais-moi une phrase. Quelles sont les stratégies de mener une bonne lecture? D'abord, quelqu'un qui veut lire, c'est cette personne vraiment qui a ce désir, n'est-ce pas, de découvrir ce qui se cache dans le livre, en fait. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'un livre, c'est quelque chose qui t'invite à un voyage. Tu te prépares à voyager à travers les mots. Voilà, donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas comprendre un livre qui est écrit dans une langue que tu ne comprends pas. C'est ça le premier choix, en fait, qu'il faut faire. Donc la meilleure façon, c'est d'abord maîtriser la langue dans laquelle est écrit ce livre. Voilà, donc la langue, c'est la première chose, en fait, parce que sinon tu vas perdre ton temps. Il y a des livres qui sont écrits en anglais, en français, en kirundi. Si vraiment, moi, je prends un livre, je dois d'abord être sûr que la langue avec laquelle ce livre a été écrit, n'est-ce pas, c'est une langue que moi je comprends, en fait. Parce que il y a l'auteur qui va engager une conversation avec moi, en fait. Donc, la première chose, c'est vraiment d'être sûr que la langue avec laquelle le livre a été écrit, n'est-ce pas, c'est une langue que moi je comprends. La deuxième chose, c'est de trouver un genre littéraire qui nous intéresse. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par les romans, par les nouvelles, par les livres de réflexion. Parce qu'il y a des personnes qui te disent... J'allais y arriver, en fait. Voilà. C'est la question même qui me vient en tête. Est-ce que tous les livres se lisent de la même manière? Non. Parce qu'il y a plusieurs catégories, en fait. Il y a des nouvelles. Tu vois, il y a des nouvelles. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime trop les nouvelles parce que les nouvelles, ce sont des petits écrits, n'est-ce pas,
qui ne couvrent pas beaucoup de pages. Une nouvelle peut contenir 15 pages. Tu vois, c'est pas comme un roman de 200 pages, de 300 pages, tout ça. Et il y a aussi une autre catégorie qui m'intéresse beaucoup, ce sont des réflexions. Moi, j'aime des gens qui pensent, qui raisonnent, des gens vraiment qui donnent ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, n'est-ce pas? Ces personnes, n'est-ce pas, qui nous font savoir ce qu'ils ressentent par rapport à certaines réalités. J'aime les réflexions, les raisonnements, tout ça. Donc, ce sont vraiment des livres qui m'intéressent. Les livres scientifiques, par exemple, ou des livres qui ont été faits, n'est-ce pas, juste pour parler de quelque chose qui s'est passé dans un pays. Il y a un auteur qui décide d'en parler. On peut en parler à travers un roman. On raconte une histoire, une fiction. Mais moi, j'aime vraiment la réalité. J'aime des choses qui sont vraies, en fait. Voilà. Est-ce qu'après votre parcours, votre analyse, comme vous avez déjà écrit beaucoup de livres, vous avez déjà 4 parutions, si je me rappelle bien. Voilà. Est-ce que les Burundais lisent réellement, ou bien pourquoi, s'ils ne lisent pas, pour quel problème ont-ils? Bon, voilà. Donc, d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a quand même certains Burundais qui lisent. Mais la grande majorité des Burundais ne lisent pas. Et il y a plusieurs raisons à ça, en fait. Et notamment lesquelles, si vous essayez d'analyser vis-à-vis de la société dans laquelle vous vivez? Chez nous, il suffit quand même d'aller, de te promener dans la rue, partout. Tu te rends compte que vraiment le livre, ce n'est pas vraiment un produit qui est présenté aux Burundais, en fait. Un livre n'a jamais été présenté au Burundais comme un produit à consommer. C'est quelque chose qui est réservé à ceux qui ont fréquenté l'école, des personnes, n'est-ce pas, qui ont un certain niveau d'éducation. Donc, on n'a jamais présenté le livre comme quelque chose qu'on doit consommer, en fait. Et il n'y a jamais existé ici au Burundi une culture, n'est-ce pas, derrière le livre, n'est-ce pas? Dans les autres pays, vous voyez, dans les autres pays, on parle des festivals du livre. Vous voyez, la rentrée littéraire. Chez nous, ça n'existe pas, en fait. Et nous avons aussi remarqué que les étudiants burundais n'ont jamais été encouragés à écrire. Vous voyez, on a souvent observé, n'est-ce pas, un comportement des professeurs qui nous encouragent à lire ce que les autres ont produit. Mais il n'y a pas vraiment de professeurs, n'est-ce pas, qui ont déjà encouragé les élèves ou les étudiants à écrire. Et si on n'a pas de production locale, n'est-ce pas, vous voyez, à un certain moment, on se pose la question, mais pourquoi continuer à lire, n'est-ce pas, ce qui nous vient d'ailleurs, alors qu'il y a moyen, n'est-ce pas, de lire les productions de chez nous. Et écrire aussi notre histoire. Voilà, en fait. Souvent, quand on parle... je pense que tu viens d'évoquer quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez, quand on lit des histoires d'ailleurs, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais on n'a pas encore trouvé des auteurs qui racontent, n'est-ce pas, l'histoire de chez nous, les réalités de chez nous, en fait. Et on a vu avec ces dernières années à quel point les étudiants, n'est-ce pas, se sont mis à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a des concours qui ont commencé à apparaître dans ce pays. Il y a le prix Michel Kayoya. Dans ce prix Michel Kayoya, on a commencé à voir des auteurs burundais, des jeunes qui ont fait des nouvelles. Je me rappelle bien de ce prix. Là, ça rassemblait beaucoup. Ça commençait à éveiller les gens à pouvoir s'intéresser à l'écriture, parce qu'il y a des gens qui ont été primés vis-à-vis de ce prix, mais actuellement qui semble être éteint. Pourquoi le projet n'a pas continué, je pense? Oui, le projet n'a pas continué parce qu'il y a des événements de 2015. Vous voyez, il y a vraiment des réalités qui sont là, qui s'imposent à nous, et on peut rien faire contre ces événements, ces réalités. Mais il ne faut pas oublier que quand même il y a un autre jeune, Aminadam, qui a lancé un autre prix, prix Rumori. C'est un prix littéraire Rumori, n'est-ce pas, qui est venu quand même remplacer un peu le prix littéraire Michel Kayoya. Mais aussi, je pense qu'il y a des écrits, n'est-ce pas, qui sont restés, parce qu'il y a des exemplaires qui ont été produits, qui continuent à être lus par les élèves, par les étudiants, n'est-ce pas, qui sont déjà là dans nos bibliothèques. Mais sinon, il y a d'autres projets qui ont commencé à naître après la disparition de Michel Kayoya. Mais sinon, on peut continuer à le dire vraiment. Il y a un manque d'écrits de chez nous, en fait. Les auteurs n'ont pas encore commencé à écrire, n'est-ce pas, suffisamment pour qu'on puisse se dire on a des choses à lire juste pour découvrir l'histoire de chez nous. Et vis-à-vis de votre point de vue, sur base de ce que les Burundais ne lisent pas, voire même ces étudiants qui ne parviennent même pas à écrire, qu'est-ce qui pourrait motiver ces derniers à pouvoir s'intéresser à la lecture et à l'écriture même? Oui, la politique derrière le livre, en fait. Parce que, vous savez, dans la mentalité du Burundais, quand tu lui dis qu'il va écrire sans toutefois avoir des idées claires sur qu'est-ce qui va m'arriver quand j'aurai écrit, en fait.
Parce que le livre, ce n'est pas vraiment un produit qui est vraiment consommé. Ça veut dire que si je mets sur le marché mon livre, n'est-ce pas, est-ce que le livre sera acheté? Voyez, comment est-ce que je vais essayer de récompenser ou de me récompenser en quelque sorte, n'est-ce pas? Comment est-ce que je vais gagner après quand j'aurai, n'est-ce pas, à produire un livre? Vous voyez, je préfère aller dans ce qui peut me donner de l'argent plutôt que de me lancer dans une affaire, n'est-ce pas, où vraiment il n'y a rien. Si vraiment le ministère de la Culture et des Sports, n'est-ce pas, se mettait sur le coup et commençait vraiment à soutenir les auteurs burundais et faire à ce qu'il y ait vraiment une visibilité des auteurs burundais et une promotion derrière le livre, je pense que le livre serait vraiment lu et nous serions motivés, n'est-ce pas, à écrire, parce que nous savons que si nous écrivons, n'est-ce pas, nos livres seront achetés et lus par la population burundaise, en fait. Alors, si vraiment on commence à faire une vraie promotion derrière le livre, je vous dis la vérité que les Burundais vont commencer à s'intéresser à la lecture. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous auriez toqué auprès du ministère de la Culture et vous auriez eu la réponse? On est toujours là. On est toujours là. On te dit qu'il n'y a pas un budget. Il n'y a pas l'argent. C'est tout. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, si il n'y a pas le budget, est-ce que vous allez me raconter que tout le produit, du début jusqu'à la fin de ce livre, c'est vos propres moyens? On se débrouille. Oui, on se débrouille. Vraiment, on utilise nos moyens. Il faut y aller et leur demander est-ce que vraiment ils ont vraiment un budget pour soutenir les auteurs burundais. Non, il y a pas. On te dit qu'il n'y a pas l'argent, en fait. Et nous, on fait de petits jobs à gauche, à droite, vous voyez, et on gagne une petite somme d'argent et on essaie de se financer, en fait. On parle de l'autofinancement, en fait. Sinon, on ne peut pas continuer à attendre. Et pourquoi on continue à le faire alors qu'on sait qu'il n'y a pas les moyens? Vous voyez, c'est parce qu'on a une passion, en fait. On a une passion, on a ce désir de se faire lire. On sait que demain après demain, ça finira par donner, en fait. Même si aujourd'hui, on ne voit pas vraiment le mouvement, demain après demain, je pense que ça finira par donner quelque chose. Exactement. Voilà, nous avons initié cette émission juste pour pouvoir intéresser les Burundais. Voilà, pas seulement les Burundais, voire même les autorités qui voient la télévision nationale, peut-être qu'ils pourront y mettre un accent plus fort, un accent plus particulier pour pouvoir vous appuyer, parce que ça a une importance capitale. Voilà, je rappelle donc à ceux qui nous regardent que le livre s'intitule « Les grandes pensées révolutionnaires ». Et ce livre a paru dans les années 2017. Voilà, donc c'est 2 ans que le livre est déjà à votre disposition. Revenons alors à ce titre. Pourquoi le titre « Les grandes pensées révolutionnaires », monsieur Ezekiel? Les grandes pensées révolutionnaires parce que je pense que si aujourd'hui il y a certains pays dits en voie de développement, c'est qu'il y a un problème quelque part, en fait. Parce qu'il y a 2 clubs, il y a les pays riches et les pays pauvres. Alors moi, j'écris juste pour essayer de donner ma contribution pour qu'on puisse changer de mentalité. Ces gens-là, n'est-ce pas, qui habitent dans ces pays riches, n'est-ce pas, ne sont pas nés riches. À un certain moment, ils ont travaillé, ils ont changé leur comportement, ils ont des principes, n'est-ce pas. Alors chez nous, j'aimerais quand même qu'il y ait quelque chose qui change. Ce sont des grandes pensées révolutionnaires. Pourquoi? Parce que j'aimerais que ces pensées puissent nous amener à changer de comportement, de mentalité et à commencer à produire comme les habitants des autres pays, n'est-ce pas, qui vivent dans des pays dits riches. Voilà, en lisant un tout petit peu, je vois quelques pensées. Il y a ceux qui m'ont touché, comme celle-là qui a le titre « Plaire à tout le monde, c'est impossible ». En plus, vous avez écrit « impossible » en majuscule pour dire que ça vous dit quelque chose. Donc, expliquez-nous cette pensée. Plaire à tout le monde, c'est vraiment impossible. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui sont frustrés parfois quand tu es en train de faire quelque chose, n'est-ce pas? Vous voyez, quand tu es en train de faire quelque chose et que tu n'es pas aimé par certaines personnes, il y a des personnes qui se découragent. Vous voyez, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Pourquoi? Parce que que tu le veuilles ou non, il y a quelqu'un qui va dire ce que tu as fait, c'est bien, et l'autre qui va dire ce que tu as fait, c'est vraiment de la merde. Vous voyez? Donc, nous devons, n'est-ce pas, apprendre à vivre avec toutes ces voix, les voix positives et les voix négatives. Sinon, il ne faut pas te dire, bon, j'aimerais que tout le monde, n'est-ce pas, puisse apprécier ce que je fais. C'est impossible, tu ne pourras jamais y arriver, n'est-ce pas? Tu vas mourir, n'est-ce pas, sans avoir vu la réalisation de tes rêves. Il faut se préparer à ça, en fait. Il y a des personnes qui vont aimer ce que tu fais. Et j'aimerais aussi inviter quelqu'un, n'est-ce pas, qui m'écoute maintenant. Si vraiment tu vois qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas d'accord avec toi, vous voyez, il ne faut pas prendre ça comme si c'était vraiment une opposition qui cherchait à t'enterrer. Vous voyez, c'est quand il y a des oppositions, n'est-ce pas, qu'on trouve des chemins
pour pouvoir nous améliorer. Parce qu'il n'y a pas vraiment une personne qui est parfaite. Vous voyez, quand vraiment il y a des personnes, n'est-ce pas, qui n'apprécient pas ce que nous faisons, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de faire quelque chose, d'intégrer, n'est-ce pas, à leurs idées, leurs propositions, à ce que nous faisons. Mais sinon, il faut aussi se concentrer sur ces personnes, n'est-ce pas, qui nous apprécient. Heureusement que tu nous donnes également la réponse face à cette idée que c'est impossible à plaire tout le monde. Là, vous dites qu'il faut être la meilleure personne dans ton domaine et laisse le vent parler devient imperturbable. Chaque matin, regarde-toi dans un miroir, écris « I'm the best ». Merci. Voilà, tu peux toujours leur montrer que tu les aimes. Qui sont-ils? Ouais, tu sais, nos semblables, nos amis, nos ennemis, toutes ces personnes, n'est-ce pas, que nous croisons tous les jours, n'est-ce pas, sur notre chemin. Il faut leur montrer que tu les aimes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain après-demain. Vous voyez? Parce que quand tu démontres ton amour envers les autres, c'est comme un investissement. Vous voyez? Donc, tout ce que nous avons à donner, n'est-ce pas, c'est vraiment l'amour envers l'humanité. L'amour envers nos semblables, en fait. Voilà. Merci. Avec ces idées, je rappelle qu'elles sont au nombre de 47. On ne peut pas toutes les évoquer ici sur ce plateau, mais quand même, il y a beaucoup qui sont intéressantes. Voilà, donc, une autre question à Monsieur Ézéchiel. Vous avez rassemblé toutes ces idées. Quelle imagination, est-ce que c'est la société qui t'inspire toujours ou bien? Ouais, il y a d'abord mon vécu personnel. Vous voyez, j'ai traversé des moments où je voulais postuler dans des choses, j'étais rejeté. Tu vois, j'ai été candidat, n'est-ce pas, à la dépression en quelque sorte, parce que je n'étais pas accepté. Mais à ce moment, à force de rencontrer d'autres personnes qui m'ont ouvert les yeux, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que je n'ai pas été accepté quelque part que je finirai par ne pas être accepté ailleurs. Vous voyez, donc j'ai appris, n'est-ce pas, à relever tous les défis qui se pointent devant moi, en fait. C'est mon vécu personnel, c'est l'histoire des gens que j'ai côtoyés. Vous voyez, parce que moi, je suis comme un coach, en fait, et j'encadre les jeunes, je les écoute souvent. Je vois les réussites et les échecs dans la société. Et j'essaie de m'en inspirer juste pour essayer de dégager des réflexions. Et il y a quelque chose que j'ai dit, ces pensées que j'ai présentées, ce ne sont pas quelque chose qu'on peut prendre pour une vérité biblique. C'est toujours discutable. Je l'ai dit en tant que moi, en tant qu'être humain. J'ai essayé de donner mes points de vue par rapport à certaines réalités, n'est-ce pas, qui nous empêchent parfois d'évoluer alors qu'il y a moyen d'évoluer. Oui. Vous revenez également au célibat, au-delà de toute imagination. Je vois un âge de vous marier. Comme tout jeune garçon, il dit chez nos Bondi qui a déjà atteint l'âge de 20 ans. D'ailleurs, c'est votre âge que vous avez choisi ici. Je ne sais pas qu'à l'âge de 20 ans, tout le monde doit se marier ou bien ne pas se marier. Pourquoi cette idée? Vous étiez un tout petit peu agressé par la société qu'il faut toujours te marier ou bien tu l'as vu chez les voisins? Oui, vous savez, moi, j'ai toujours été profondément marqué par le comportement de certaines personnes. Vous voyez, parce que nous vivons dans des pays où il n'y a pas beaucoup de réalisations. Et quand on essaie, n'est-ce pas, de parler avec certaines personnes, on se rend compte que le plus grand projet de leur vie, c'est le mariage. Alors, tu vois, une personne vraiment qui consacre toute sa vie, n'est-ce pas, à sauver un mariage. Alors que nous vivons dans des pays vraiment où il n'y a pas de réalisations, il n'y a pas des inventions. Tu vois, des gens qui devraient faire ça, n'est-ce pas, entrent dans des projets qui vont les empêcher, n'est-ce pas, à être ces personnes qui devraient quitter le monde après avoir été une bénédiction. Donc, pour moi, je présente le célibat comme une solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, mais il faut quand même prendre du temps avant de se marier. Mais le temps reste toujours imprécis. Il n'y a pas la précision à ce temps qu'on peut attendre. Mais de toutes les façons, il vaut mieux. Il y a les Burundais qui l'ont bien dit, n'est-ce pas? On a supprimé cette dernière partie aussi Gumogani en fait. Donc, on n'est pas condamné à se marier parce que les autres sont mariés. Vous voyez, avant de se marier, on peut écrire une histoire. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que des jeunes qui avaient commencé des projets, une fois mariés, les projets sont tombés dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles responsabilités. Parce qu'un mariage, c'est une responsabilité. Ce sont des enfants, n'est-ce pas, qu'on doit faire grandir, qu'on doit nourrir. Et quand on est engagé dans cette relation-là, même si on avait vraiment un courage pour pouvoir faire des choses, n'est-ce pas, à cet moment, j'ai vu que ça change en fait. Une personne qu'on voyait tout le temps, on ne la voit plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la femme à la maison, il y a les gosses à la maison. C'est pour cela, moi j'apprécie la politique du gouvernement actuel qui dit qu'il faut avoir au moins 3 enfants. Vous voyez? Donc cette politique-là est venue comme solution à votre idée. Voilà, je pense que si vraiment on a 3 ans, imagine-toi une personne qui a vraiment 6 enfants, 7 enfants. Vous voyez? Même si cette personne a un courage
incroyable. Voyez, à certains moments, la personne ne pourra jamais être à l'heure comme on le voulait. Voyez, la personne ne pourra jamais libérer le potentiel qui est en elle comme il le fallait, en fait. Parce qu'il y a ces responsabilités, n'est-ce pas, dans lesquelles on entre par notre volonté et qui finissent par nous empêcher, n'est-ce pas, à libérer le potentiel qui est en nous pour participer d'une façon réelle à l'avancement de l'humanité, en fait. C'est pour cela qu'on est en arrière dans presque tous les domaines. On a besoin de gens, n'est-ce pas, qui attendent avant de se marier. Et puis se marier quand vraiment le moment se présente. Mais il faut quand même commencer à faire des choses avant de se marier. C'est vraiment un conseil que je donne. Mais les projets n'ont jamais manqué dans la vie d'une personne. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, les projets n'ont jamais manqué. Est-ce que quand tu es marié, tu ne peux pas réaliser au moins quelques projets, voire même arriver à une autre étape voilà. C'est pour cela que je dis, alors, le mariage, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de se marier, en fait. Mais ça a été démontré, on le voit dans la société, que quand on est marié, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, en fait. Il y a des engagements qu'on ne peut pas prendre, en fait. Il y a une certaine liberté, n'est-ce pas, qu'on perd. Mais sinon, on peut faire quelques projets. Mais ça ne pourra pas, n'est-ce pas, aller à un niveau qu'on peut dire excellent, en fait. C'est vrai, il y a quand même des couples qui se débrouillent bien, parce qu'ils ont déjà compris, en fait. Parce qu'il y a des maris qui arrivent à comprendre de leur femme, que la femme doit quitter la maison et puis aller voyager, tout ça. Mais il y a des hommes qui ne supportent pas ça, en fait. Il y a des femmes qui ont enterré leurs rêves. Quand tu es marié à un homme, vous voyez, c'est comme si la femme n'avait pas de rêve avant. Il y a des filles, n'est-ce pas, qui sont là, qui avaient des rêves au départ. Mais une fois mariées, le rêve s'est terminé. J'ai vu des jeunes, n'est-ce pas, des jeunes que j'avais moi-même encadrés qui sont mariés, qui s'étaient lancés, n'est-ce pas, en écriture. Ils ont tout arrêté, en fait. Voilà. Mais pourquoi? Des responsabilités du foyer, donc. Voilà en fait. Donc, regardez comment vivent les Occidentaux, n'est-ce pas, avec le mariage. Ce sont des gens... C'est vrai, il y a quand même certaines choses qu'on ne peut pas aimer chez eux, mais quand on voit comment ils s'organisent, comment ils font, comment tu peux trouver, n'est-ce pas, un homme en train de faire la vaisselle, vous voyez, en train de nettoyer la maison, en train de s'occuper des enfants. Vous voyez, la femme aura, n'est-ce pas, tout son temps de créer, mais ici, chez nous, c'est la femme qui doit tout s'occuper à la maison, vous voyez. Voilà. C'est comme une domestique, vous voyez. Alors, donc, en quelque sorte, je pense que le célibat peut aider, surtout les jeunes filles, en fait. Vous avez opté de dire que le mariage ne devienne pas un obstacle pour notre rêve, que ne soyons pas comme les autres. L'humanité a encore besoin des hommes et des femmes dévoués et engagés pour un monde meilleur. Voilà. C'est ça la solution? Voilà. Moi personnellement, j'apprécie voilà. les prêtres et les sœurs. Vous voyez, quand je vois comment ils quittent leur famille pour aller dans des missions, regardez Mère Teresa, comment elle a changé le monde, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a quand même ce côté célibat qu'on a toujours méprisé. Pourquoi? Parce qu'on dit, bah, quand même, il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. On grandit dans une société où on nous dit, il faut se marier, il faut se marier. Mais je pense qu'on doit commencer à valoriser le célibat dans une société comme le Burundi qui a besoin d'évoluer, en fait. Parce que les prêtres, moi je les apprécie. Bah, enfin, je ne rêve pas de devenir prêtre, mais quand je vois les réalisations, ce qu'ils font dans le monde, n'est-ce pas? Vous voyez, quand je vois leur mission, n'est-ce pas, envers l'humanité, c'est vraiment incroyable. Mais il y a des gens qui commencent, n'est-ce pas, à se dire, ben voilà, ces histoires-là de prêtres et tout ça, c'est une façon de tuer la famille. Non, ça n'a rien à voir. Mais les prêtres, c'est leur vocation. N'oublie pas, question de vocation, si ce n'est pas ta vocation, ce n'est pas ta vocation. Les vocations sont différentes. Voilà, continuons avec notre émission, mais dans quelle catégorie se classe votre livre, Les grandes pensées révolutionnaires? C'est un essai. C'est un essai. En fait, c'est un livre de réflexion. Il y a plusieurs catégories, mais c'est vraiment un essai. C'est un livre de réflexion. L'essai diffère de romans sur base de quoi? Voilà, du style d'écriture ou bien? Oui, le style, mais aussi, comment dirais-je, la catégorie. Parce qu'il y a des livres, n'est-ce pas, qui se classent dans la catégorie fiction. Mais mon livre, ce n'est pas vraiment une fiction. Ce sont vraiment des réalités dont je parle. Mais le roman, la nouvelle, la poésie, ce sont des fictions, en fait. On parle de la littérature. Donc, ce sont des livres, n'est-ce pas, qui partent d'une fiction, d'une idée, n'est-ce pas, qu'on essaie d'utiliser juste pour façonner la réalité. Mais avec mon livre, c'est un essai parce que je crée pas, c'est pas une histoire que je raconte, il n'y a pas de personnage, je n'invente pas une histoire, en fait. Je ne fais que commenter la réalité et y apporter mes solutions. Effectivement. Et avec toutes ces 47 idées que vous avez pu rassembler, vous avez voulu vous adresser à tout le monde sans distinction aucune. Quel message voulez-vous transmettre vis-à-vis de votre livre?
Oui, bon, ce que je peux dire d'abord, c'est que j'ai écrit le livre spécialement pour les jeunes. C'est vraiment une spéciale dédicace à toute la jeunesse burundaise. Mais aussi, il y a quand même certains adultes, n'est-ce pas, qui ont besoin de découvrir certaines choses. Voyez, c'est pour cela que je conseille aux parents d'acheter le livre à leurs enfants, à leurs enfants, en quelque sorte. Sinon, le message, il est clair. Il est temps qu'on change. Il est temps qu'on comprenne que la vie ne sera pas toujours comme on nous l'a toujours expliqué. On peut, n'est-ce pas, trouver d'autres styles de vie. On peut inventer une autre manière de vivre, en fait. Il ne faut pas qu'on continue de dire, voilà, comme hier, on faisait ça, comme hier. Quand même, on peut essayer d'inventer une autre vie, n'est-ce pas, une autre société, n'est-ce pas, qui a de nouvelles valeurs. Oui. Et c'est ça, en fait, le livre, en fait. Donc, c'est comme un cri que je lance, juste pour dire aux gens, il est possible de tout modifier, de tout changer. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir amené cette œuvre, Grande pensée révolutionnaire. Je pense que ça va édifier beaucoup des gens. Ok, je pense que c'est aussi un honneur pour moi d'avoir été invité, surtout quand on est en train d'évoluer. On a besoin d'une certaine visibilité. Quand on n'a pas cette visibilité, on ne peut pas percer. Donc, merci à vous d'avoir pensé à moi. Voilà, je tiens à dire merci également à vous tous qui nous suivez. Je pense que ce livre vous a fort édifié. Je vous rappelle le titre, ce sont les grandes pensées révolutionnaires parues en 2017 et que ça a été produit par ce monsieur Ezekiel Ndaïdé qu'on avait ici sur plateau. Voilà, d'autres invités sont à la prochaine fois. Restez branchés à la télévision nationale. Au revoir.